Imagine ça. T'as 28 ans, tu travailles depuis 5 ans, t'as réussi à mettre de côté 23 000 euros. Et là, tout le monde autour de toi, tes parents, tes collègues, même ton banquier, te dit la même chose. Achète une maison. Louer, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Alors tu le fais. Tu signes. Tu prends un crédit sur 20 ans. Et 3 ans plus tard, tu regardes ton relevé bancaire et tu réalises un truc qui te glace le sang. T'as remboursé 7 300 euros à la banque. Et ton capital, lui, il a diminué de seulement 1 200 euros. Les 6 100 euros restants, c'était des intérêts, de l'argent parti. Définitivement, exactement comme un loyer, sauf que toi, t'avais la conviction d'être propriétaire. Bienvenue dans la vraie conversation que personne ne veut avoir. Je m'appelle Franklin. Et je passe beaucoup trop de temps à penser à l'immobilier et aux décisions financières qui définissent toute une vie. Si tu es quelqu'un qui se demande sincèrement s'il vaut mieux louer ou acheter, et que tu veux une réponse honnête basée sur des chiffres réels plutôt que sur des opinions de famille, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on va démolir l'une des croyances les plus répandues dans notre culture financière. Et je te préviens, à la fin de cette vidéo, tu vas peut-être voir ta situation d'un œil complètement différent. Voici le truc. La question louer ou acheter est probablement la décision financière la plus chargée émotionnellement que tu prendras dans ta vie. Et justement parce qu'elle est chargée émotionnellement, c'est là qu'on fait les erreurs les plus coûteuses. On ne parle pas d'acheter une chemise ou même une voiture. On parle d'une décision qui peut représenter 30, 40, parfois 50 ans de tes revenus. Alors avant qu'on plonge dans les maths, et on va y plonger, crois-moi, il faut qu'on comprenne pourquoi presque tout le monde commence cette réflexion du mauvais côté. La première phrase qu'on entend toujours, c'est celle-là. Louer, c'est jeter son argent. Écoute, j'ai une question pour toi. Quand tu paies des intérêts sur un crédit immobilier, est-ce que c'est jeter son argent? Quand tu paies la taxe foncière, les frais de notaire, l'assurance habitation propriétaire, les travaux de rénovation, les charges de copropriété, est-ce que tout ça, c'est construire un patrimoine? Parce que voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Quand tu achètes une maison à crédit, pendant les premières années, l'essentiel de ce que tu paies chaque mois, c'est des intérêts. Pas du capital, des intérêts. Et des intérêts, c'est exactement comme un loyer, sauf que tu n'en parles pas. Sortons les chiffres. Parce que les opinions sans chiffres, c'est du bruit. Prenons un exemple concret. Supposons que tu achètes un appartement à 200 000 euros. Tu as 40 000 euros d'apport. Donc tu empruntes 160 000 euros sur 20 ans à un taux de 3,5%, ce qui est proche de la réalité en Europe aujourd'hui. Ta mensualité? Environ 928 euros par mois. Sur 20 ans, tu vas payer en tout environ 222 700 euros. Pour un bien qui en vaut 160 000 euros à crédit. Ça veut dire que tu as payé presque 62 700 euros d'intérêt. 62 700 euros. Envolé. Maintenant, comparons avec quelqu'un qui loue un appartement similaire à 700 euros par mois. Sur 20 ans, il a dépensé 168 000 euros en loyer. Et il a investi la différence, soit environ 228 euros par mois, dans un placement qui rapporte 8% par an, ce qui est réaliste si on parle de bourse ou de certains fonds. Après 20 ans, ce portefeuille vaut environ 135 000 euros. Le propriétaire, lui, possède un bien acheté 200 000 euros qui a peut-être pris de la valeur. Mettons qu'il vaut maintenant 270 000 euros. Net de ce qu'il a payé en intérêts, en taxes, en travaux, il est peut-être à 130 000, 150 000 euros de patrimoine net réel. Le locataire, il est à 135 000 euros de cash, liquide, flexible, déployable. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'acheteur a l'impression d'être plus riche parce qu'il a une maison. Le locataire est plus riche, mais personne ne le voit, et lui-même s'en rend rarement compte. Maintenant, tu penses peut-être, oui, mais Franklin, dans 20 ans, le locataire n'a rien de tangible, pas de toit sur la tête. Et c'est une vraie objection. Je l'entends. Mais voici le truc avec 135 000 euros de patrimoine financier. Tu peux acheter ce même appartement avec un apport solide, sans t'étrangler sur le crédit, à n'importe quel moment. Et si le marché a baissé entre-temps, tu l'achètes encore moins cher. C'est une position de force, pas de faiblesse.
La vraie question n'est pas louer ou acheter. La vraie question, c'est, dans ta situation spécifique, à ce moment précis de ta vie, qu'est-ce qui maximise réellement ta liberté financière? Et cette question-là, personne ne te la pose. Parce que les banques ont intérêt à ce que tu achètes. Les agents immobiliers ont intérêt à ce que tu achètes. La société a une norme culturelle qui dit que l'homme accompli est propriétaire. Tout le monde pousse dans la même direction, sauf que cette direction n'est pas toujours la bonne pour toi. Parlons psychologie, parce que c'est là que tout se joue vraiment. Il y a un biais cognitif qu'on appelle le biais de tangibilité. Notre cerveau donne plus de valeur à ce qu'il peut voir et toucher. Une maison, on peut la toucher. Un portefeuille boursier, c'est des chiffres sur un écran. Donc émotionnellement, la maison semble plus réelle, plus solide, plus sécurisante. Mais voici ce que personne ne te dit. Cette sécurité émotionnelle a un coût financier massif. Et souvent, les gens paient des dizaines de milliers d'euros supplémentaires en intérêts, en opportunités manquées, juste pour avoir cette sensation de solidité. Ce n'est pas rationnel. C'est humain. Et comprendre ça, c'est la première étape pour prendre une décision éclairée. Il y a aussi ce qu'on appelle l'illusion du patrimoine immobilier. Quand ta maison prend de la valeur, tu te sens riche. Mais est-ce que tu l'es vraiment? Si tu ne la vends pas, cette richesse n'existe pas dans ta vie quotidienne. Tu ne peux pas la manger, tu ne peux pas l'investir, tu ne peux pas t'en servir pour financer l'éducation de tes enfants, enfin, pas facilement. Et si tu déménages pour raisons professionnelles, familiales ou personnelles, là, ton patrimoine devient un boulet. Tu dois vendre dans des conditions peut-être défavorables, payer des frais de transaction, perdre du temps, de l'énergie. La flexibilité, ça a une valeur financière réelle, et cette valeur, on l'oublie complètement dans le calcul traditionnel. Écoute, je ne suis pas en train de te dire ne jamais acheter. Ce serait aussi stupide que de dire toujours acheter. Ce que je suis en train de te dire, c'est arrêtons de traiter cette décision comme si elle était évidente dans un sens ou dans l'autre. Il y a des situations où acheter est clairement la meilleure décision. Et il y a des situations où louer est clairement la meilleure décision. Le problème, c'est qu'on ne t'a jamais appris à distinguer les deux. Alors voilà le cadre que j'utilise. 5 questions. Si tu peux répondre honnêtement à ces 5 questions, tu vas avoir une clarté que 90% des gens n'ont jamais. Première question. Combien de temps tu prévois rester à cet endroit? C'est la question la plus importante. Et c'est celle qu'on pose le moins. Voici le truc. Les frais de transaction à l'achat et à la revente d'un bien immobilier représentent facilement 10 à 15% de la valeur du bien. Frais de notaire, agence, taxes diverses. Si tu restes moins de 5 ans, dans la majorité des cas, tu perds de l'argent par rapport à la location même si le marché monte. Les études économiques sont claires là-dessus. Le point de rentabilité de l'achat versus la location, dans des marchés normaux, se situe généralement entre 5 et 8 ans. En dessous, la location gagne presque toujours financièrement. Deuxième question. Quel est ton coût d'opportunité réel? C'est la question que les banquiers ne te posent jamais. Si tu utilises tes économies comme apport, est-ce que cet argent aurait pu générer des rendements ailleurs? À quel taux? Est-ce que l'immobilier dans ta ville surperforme ou sous-performe ses alternatives? Il faut comparer honnêtement. Troisième question. Quelle est ta stabilité professionnelle et personnelle? Une hypothèque, c'est un engagement de 15 à 25 ans. Si tu es en début de carrière, si tu envisages de changer de ville, si ta situation familiale n'est pas encore fixée, la flexibilité de la location a une valeur considérable. Ne la sacrifie pas sur l'autel d'une norme sociale. Quatrième question. Quel est le ratio prix d'achat sur loyer annuel dans ta ville? Voici un outil simple que les économistes utilisent. Prends le prix d'achat d'un bien, divise-le par le loyer annuel qu'il générerait ou te coûterait. Si ce ratio est inférieur à 15, acheter est probablement intéressant. Entre 15 et 20, c'est neutre, ça dépend d'autres facteurs. Au-dessus de 20, louer est généralement plus avantageux financièrement. Dans beaucoup de grandes villes européennes aujourd'hui, ce ratio dépasse souvent 25, parfois 30. Ce qui signifie que mathématiquement, dans ces marchés, louer et investir la différence est presque toujours plus profitable. Cinquième question, as-tu un fonds d'urgence solide après l'achat? Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Une maison n'est pas juste un actif.
C'est aussi une source infinie de dépenses imprévues. Toiture à refaire, plomberie défaillante, climatisation à remplacer. Les experts recommandent de budgétiser entre 1% et 2% de la valeur du bien par an pour l'entretien. Sur un bien à 200 000 euros, c'est entre 2 000 et 4 000 euros par an que ton locataire, lui, ne paie pas. Si l'achat épuise toutes tes réserves et te laisse sans coussin financier, tu es en position de vulnérabilité extrême. Une seule dépense imprévue et tu dois peut-être te séparer du bien dans de mauvaises conditions. Maintenant, parlons d'un scénario que personne ne montre, parce que c'est celui qui me rend le plus frustré quand j'y pense. Imagine Kofi et Ama. Ils ont exactement le même salaire, les mêmes économies de départ, les mêmes ambitions. Kofi achète un appartement, Ama loue et investit. À 35 ans, les deux ont 80 000 euros d'économie. Kofi met 60 000 euros d'apport et achète un bien à 240 000 euros. Il lui reste 20 000 euros en réserve. Sa mensualité est de 1 050 euros sur 20 ans. Ama loue pour 650 euros par mois. Elle investit ses 80 000 euros dans un portefeuille diversifié et chaque mois, elle met de côté la différence de mensualité, soit 400 euros supplémentaires. 10 ans plus tard, le bien de Kofi vaut peut-être 290 000 euros, pas mal. Mais il lui reste encore 10 ans de crédit, il a payé des dizaines de milliers d'euros en intérêts et en frais d'entretien, et son patrimoine net réelle valeur du bien moins capital restant dû est autour de 135 000 euros. Ama, elle, son portefeuille initial de 80 000 euros a cru à 173 000 euros à 8% par an. Et elle a ajouté chaque mois 400 euros, qui ont eux aussi fructifié. Son patrimoine total est autour de 246 000 euros. Et voilà le détail qui tue. Ama peut décider demain matin d'acheter comptant, de changer de ville, de financer un business, de prendre une sabbatique. Kofi ne peut rien faire de tout ça sans un crédit supplémentaire ou sans vendre sa maison. La richesse de Kofi est réelle mais immobile. Celle d'Ama est réelle et libre. C'est ça, la vraie différence qu'on ne te montre jamais. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas sur la propriété immobilière. C'est un excellent outil de constitution de patrimoine forcé pour les gens qui n'ont pas la discipline d'investir autrement. C'est ça la vraie raison pour laquelle les conseillers financiers la recommandent souvent. Si chaque mois tu sais que tu dois payer ta mensualité, sinon tu perds ta maison, tu vas payer, c'est de l'épargne forcée, mécanisée, automatique. Et pour beaucoup de gens, c'est la seule épargne qu'ils ne feront jamais. Mais si tu as la discipline, ou si tu peux construire des systèmes pour avoir cette discipline d'investir régulièrement dans d'autres actifs, alors la propriété perd l'un de ses arguments les plus puissants. La vraie question, encore une fois, c'est toi. Pas le marché en général. Pas ce que tes parents ont fait. Toi, ta psychologie, ta discipline, tes projets, ton horizon temporel. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant concrètement? Étape numéro 1. Calcule ton ratio prix sur loyer dans ta ville ou le quartier que tu vises. Prix d'achat divisé par le loyer annuel. Moins de 15. L'achat est compétitif. Plus de 20. La location mérite une vraie réflexion. Étape numéro 2. Utilise ce qu'on appelle le calcul du coût total de propriété. Prends ta mensualité de crédit, ajoute la taxe foncière, l'assurance propriétaire, les frais d'entretien estimés à 1,5% de la valeur par an et les charges de copropriété si applicables. Compare ce total au loyer équivalent. La différence, c'est ce que tu pourrais investir. Étape numéro 3. Projette sur 10 ans. Prends cette différence mensuelle, applique un rendement de 7 à 8% par an et vois ce que ça donne. Ensuite, compare avec l'appréciation espérée de ton bien immobilier, net de tous les coûts. Le résultat va peut-être te surprendre. Étape numéro 4. Sois honnête sur ton horizon temporel. Si tu ne peux pas te projeter dans ce bien pour au moins 7 à 10 ans avec une certitude raisonnable, la location est probablement la meilleure réponse financière, peu importe ce que dit ta famille. Étape numéro 5. Si tu décides d'acheter, négocie. Les frais de notaire, le taux du crédit, le prix du bien, tout est négociable, et chaque point de pourcentage que tu gagnes sur ton taux représente des dizaines de milliers d'euros sur la durée totale du prêt. Ne signe jamais la première offre.
Je vais finir avec ça, et j'ai besoin que tu entendes vraiment ce que je vais dire. La pression sociale autour de l'achat immobilier est réelle, puissante, et dans bien des cas, elle te coûte de l'argent. Pas parce que l'immobilier est mauvais, il peut être excellent dans les bonnes conditions. Mais parce que décider par pression sociale au lieu de décider par analyse rationnelle, c'est le chemin le plus sûr vers des regrets financiers à long terme. Ta valeur en tant que personne n'est pas définie par la surface au sol de ta maison. Ta liberté financière, elle, est définie par les décisions que tu prends avec lucidité sans te laisser dicter par des normes qui ont peut-être été vraies pour la génération de tes parents, mais qui méritent d'être questionnées sérieusement aujourd'hui. Louer intelligemment et investir la différence peut te rendre plus riche qu'acheter sous pression. Acheter au bon moment, au bon endroit, avec la bonne stratégie peut être l'une des meilleures décisions de ta vie. La clé, c'est de choisir avec les yeux ouverts, pas avec les oreilles fermées. Tu as maintenant le cadre, tu as les chiffres, tu as les questions à te poser. La prochaine décision t'appartient. Si cette vidéo t'a apporté une clarté que tu n'avais pas avant, mets un pouce bleu, ça m'aide énormément, et ça permet à d'autres personnes qui ont besoin de cette information de la trouver. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire ensemble sur des sujets comme celui-ci. Et dans les commentaires, dis-moi, toi, tu es plutôt team achat ou team location? Et surtout, dis-moi pourquoi je lis tout. À très vite.